Monsieur Delestage, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Montaigne de Bordeaux. Corrigez alors ce que j'ai mal présenté. Alors, l'idée des travaux qu'on mène avec notamment Nathalie Pinette, qui est professeure en sciences de l'information et de la communication, sans activité également, c'est une étude. Il y a un micro? Vous voulez un micro? Il y a le micro? Oui, moi je peux parler plus fort. Ah oui, voilà. Parfait. Je peux faire ça. Donc l'idée de ces travaux qu'on mène avec Nathalie Pinette, donc, qui est professeure en sciences de l'information et de la communication sans activité, c'est plus de travailler sur la perception des IA dans la population générale au travers de nos imaginaires, c'est-à-dire que quand on pense à IA, vers quoi ça renvoie en termes peut-être de représentation, que ce soit par une personnification, que ce soit par des éléments, des objets culturels, etc. Avant d'aborder cette partie-là, j'aimerais replacer certains éléments plus concrets sur les intelligences artificielles de manière générale, et je pense peut-être faire une différenciation plus claire entre les IA et les IA génératives. Parce que dans les discours qu'on a eus jusqu'ici, les deux termes avaient l'air d'être relativement interchangeables, alors qu'en réalité, il y a quand même des différences qui sont assez peu subtiles. Le terme d'intelligence artificielle, c'est un terme qui est relativement ancien. En réalité, il date de la deuxième moitié du XIXe siècle, dans son acception plus informatique. On parlait du turco-mécanique en introduction, donc là, on revient à quelque chose de bien plus ancien, 15e siècle, si je me souviens bien, 15e, 16e siècle, où pour ce turco-mécanique, l'idée c'était d'avoir un joueur d'échecs mécanique qui était un pantin qui en réalité était articulé par un vrai joueur qui jouait des coups et qui donnait l'impression d'une intelligence par la machine. Cette idée-là, on joue déjà sur cette idée des imaginaires. En fait, par les travaux notamment de Turing à partir des années 40, même des années 30, parce qu'il avait commencé à travailler l'informatique à partir de ce moment-là, percolent dans nos imaginaires et vont nous donner une certaine représentation, une certaine puissance de la technologie, de égaler, voire surpasser l'humain. Bien voir qu'en réalité, dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, on a la question des algorithmes, donc la capacité de suivre un certain processus, un certain raisonnement, de façon systématique, de façon à obtenir un certain résultat. Des algorithmes, avant qu'on ait les IA génératives de ChatGPT, on en avait déjà énormément. Dès les années 60-70, en réalité, les premiers ordinateurs servaient à ça. Même si on revient plus dans l'histoire, l'usage des bandes de calcul de Turing pendant la Seconde Guerre mondiale, pour percer le secret de l'Enigma, c'était déjà de l'algorithme avec de l'intelligence artificielle. Pas du même ordre, évidemment, que ce qu'on a aujourd'hui, mais on est exactement du même type. Et il faut bien comprendre que l'IA de base, l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est un modèle précis avec un set d'instructions et donc un résultat relativement maîtrisable avec un certain attendu. Sur les IA génératives, on n'est pas exactement sur ce même modèle. On va avoir une quantité de données, d'informations, relativement massif. On parle très rapidement de milliards et même bien plus de données, qu'on va donner à un réseau neuronal qui va essayer de mimer le fonctionnement du cerveau, de façon à obtenir, en fonction de la structuration de ce réseau de neurones, des poids statistiques devant chacun de ces neurones, qui va créer donc le modèle. Ce modèle, exactement, qu'est-ce qu'il va faire en fonction du prompt qu'on va lui donner? Exactement. Parce que la façon même de fonctionner de ces IA génératives fait que le résultat, et ça a été dit tout à l'heure, il est probabiliste. On ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va générer. C'est un peu un problème, et ça a été souligné bien des fois déjà, sur la capacité, la véracité de l'information qui est générée par ces IA, parce que, oui, par essence, on n'a pas de garantie sur le résultat. On ne peut pas l'avoir. Même quand on entraîne ce type d'intelligence artificielle en génératif, si on obtient des résultats qui sont à 100% conformes à des tests d'entraînement, on dit que le modèle est faussé, parce qu'en fait, il n'est pas en capacité de générer correctement les sorties, mais il est trop
calé sur ces données d'entraînement, et donc n'est pas en capacité de répondre correctement à des questions qu'on pourrait lui poser dans des cas hors des tests. Donc il y a vraiment cette différence fondamentale à faire entre les deux. Et par conséquent, ça a des conséquences assez importantes. Je vais parler très rapidement, et je reviendrai vraiment sur la question des imaginaires, je vous promets, mais j'aimerais vraiment que ce soit assez clair vis-à-vis de la façon dont fonctionnent ces modèles. Je vous le disais tout à l'heure, on fonctionne sur, à l'entrée, un set de données particulièrement important. D'où vient ce set de données? En général, les entreprises, je cite OpenAI, mais je pourrais citer n'importe laquelle, ne sont pas très claires sur la provenance de ces ensembles de données. Il a été plus que suggéré que ces données seraient une aspiration systématique de contenu sur Internet, sous copyright ou non, ce qui pose des problèmes juridiques en termes de droit assez évidents. Par exemple, peut-être avez-vous entendu parler de Suno, qui est une intelligence artificielle générative qui, à partir d'un prompt, va vous générer une musique, mais une musique intégralement, donc avec les instruments dans le style que vous souhaitez, les paroles dans la langue que vous le souhaitez, avec un type de chant que vous souhaitez, etc. Il semble à peu près évident que sans une quantité massive de titres musicaux, il est impossible de générer un modèle. C'est pour ça que la RIAA, l'équivalent du syndicat des éditeurs de musique aux États-Unis, est en procès actuellement avec Suno, en leur promettant que pour tout titre copyrighté utilisé sans autorisation dans leur modèle, ils demanderaient la modique somme de 250 000 $. Je rappelle, des milliards de données. L'intention est assez claire de la part de la RIAA. C'est également le cas pour ChatGPT, où la plupart des éditeurs de presse aujourd'hui sont en contractualisation avec OpenAI, parce que le pillage, sans être parfaitement établi, ne laisse assez peu de place au doute. C'est également le cas pour Wikipédia et j'en passe. Donc, déjà sur le plan strictement juridique, le contenu des sorties des IA génératives est le fruit d'une exploitation illégale du droit d'auteur. Quel que soit l'IA, quasiment. On peut déjà partir de ce principe. Il y a aussi un deuxième problème qui est d'ordre plus éthique et moral. Évidemment, si on demande des phrases un peu problématiques à ChatGPT, il va sans doute vous freiner un moment. Parce que ChatGPT a ce qu'ils appellent un layer de modération qui va permettre de vérifier si le contenu que vous allez lui demander va être problématique ou pas. Ce layer, il ne sort pas de nulle part. Ce layer, il a bien fallu le créer. Il y a un article du Times dont je vous recommanderais éventuellement la lecture si vous avez l'estomac particulièrement bien accroché, parce que l'article est assez dur à lire sur le plan du contenu, qui explique comment ce layer a été généré. Globalement, une version test d'OpenAI avait été envoyée à des sociétés, principalement basées en Afrique pour des raisons de coût évidentes, où des ouvriers devaient classer l'ensemble des sorties de l'IA qui leur étaient proposées selon différents critères de problématicité dont je vous passerai la teneur et dont vous vous doutez bien, mais globalement, il n'y a pas grand-chose de très intéressant. Donc ce travail il a été fait par des petites mains, peu rémunérées, des suivis sur les conséquences psychologiques de ce travail assez peu suivis, mais globalement c'était un travail peu ou prou assez proche de celui des modérateurs des réseaux sociaux, qui est un travail particulièrement difficile, avec un turnover extrêmement important. Donc, quand on exploite des IA génératives, notamment textuelles, qui ont ce type de layer de modération, on a un certain travail qui a été fait, qui a été peu rémunérateur, peu exposé, et donc qui pose également des enjeux éthiques. On a bien évidemment des problèmes sur l'exploitation des textes qui ont été soulevés tout à l'heure. J'aimerais vraiment faire un point là-dessus. Il est techniquement impossible de parler de plagiat quand on exploite les contenus qui sortent de ChatGPT. Le plagiat, c'est quand on prend le texte de quelqu'un d'autre, qu'on l'utilise sans le citer. Là, le texte qui est généré, c'est un boubili-boulga de mots qui potentiellement veulent dire quelque chose, et qu'on va passer, mais qui n'a a priori aucune paternité, et même aucun statut juridique. Donc on ne peut pas parler de plagiat.
Le plagiat, l'université enseignant ce que c'est, il a été particulièrement cadré, mais pour les IA, il n'y a pas de cadre. D'ailleurs, des artistes sur l'IA plus générative en images ont essayé et ont déjà, pour certains, remporté des concours en proposant des images générées par IA. Quand ils l'ont reconnu, ils se sont immédiatement fait exclure. Et certains ont essayé de faire reconnaître une paternité, un droit d'auteur sur des images générées par IA auprès de différents offices pour avoir des droits d'auteur. Ils ont été jusqu'ici systématiquement déboutés de leur demande. Parce qu'évidemment, ça n'avait aucun sens, il n'y a aucune patte sur la génération d'une image générative. J'aimerais juste, avant d'enfin atterrir sur l'objet de mon intervention, faire un dernier point sur... on a parlé tout à l'heure des travaux de... évidemment, le nom échappe. Anne Cordier. Anne Cordier disait une chose assez juste dans l'introduction de son livre, Les enfants et les écrans, c'est qu'il ne faut pas confondre, par abus de langage, les écrans et ce qu'on fait avec. On parle tout le temps des écrans, des écrans, des écrans. Mais en réalité, ce dont on parle quand on parle des écrans, c'est vraiment la question des usages. C'est ces usages qui peuvent ou non être problématiques. Sur un écran de télévision, de smartphone ou autre, on peut tout à fait voir un documentaire sur les crevettes, peu importe, qui peut être extrêmement enrichissant, ou des images très violentes, très problématiques, de la désinformation. Donc c'est vraiment cette question des usages, et c'est vraiment ces usages qu'il faut chercher à accompagner, plus qu'à trouver un coupable idéal et facile dans la question de l'écran lui-même. C'est vraiment sur cet aspect-là qu'il faudra concentrer nos efforts. Parce que vis-à-vis de cette question des imaginaires, les travaux qu'on réalise en ce moment avec ma collègue cherchent à essayer de comprendre comment se représenter ces imaginaires, pas seulement en France, mais dans l'ensemble de la francophonie. C'est un travail qu'on est en train d'élaborer en ce moment. Et pour avoir un point de vue un petit peu plus resserré et qui peut amener à la parole, nous sommes en cours de conception d'un documentaire. Nous sommes en partenariat qui a été établi avec le conservatoire ici, Jacques Thibault, de Bordeaux, où nous sommes en train de concevoir un protocole pour récolter la parole, certes des élèves, mais également des personnels enseignants, des personnels administratifs et techniques également, parce qu'ils ont aussi leur parole sur leur perception de ce type d'objet. Et l'idée, c'est de produire un document qui donne à voir, à entendre l'ensemble de ce qui nous a été raconté. Je ne rentrerai pas dans le détail de la démarche d'écriture du documentaire, mais l'objet de notre démarche est vraiment de produire un document audiovisuel qui serait exploité dans le cadre d'ateliers débats, de conférences débats, avec projection, puis échange avec la salle, pour essayer d'avoir une parole autour de cet objet. Cette démarche, elle est née d'une chose, c'est de la grande difficulté qu'on a identifiée à discuter sereinement d'IA au sein de la communauté universitaire avec des avis qui sont extrêmement divergents, mais également avec les étudiants, et ça a été soulevé par certains d'entre vous, où certains vont considérer que, en utilisant l'IA, mais je ne vais pas le dire, soit je triche, j'abuse du système, peu importe, il y a une forme de malice assumée, ou pour certains, une décomplexion totale vis-à-vis de cet usage. Mais si on n'est pas en capacité d'en discuter en tant que communauté éducative, au sens large, il me semble que ça va être très compliqué de pouvoir travailler sereinement autour d'une prise de conscience sur ces usages et des potentiels qu'ils peuvent avoir. Aussi, et peut-être ce sera le dernier point de mon intervention, en ce moment, la bataille qui se joue autour des IA avec à peu près toute entreprise de type GAFAM ou équivalence veut sortir son IA, veut avoir son pied sur le marché, veut avoir son identité et veut avoir ses utilisateurs là-dessus, il me semble impératif qu'il y ait plus de régulation. Et en cela, l'Europe, Dieu merci, enfin a mis un travail sur la table pour réguler les IA d'un point de vue européen. Évidemment, c'est un travail qui va peut-être faire avancer les choses un peu plus lentement sur cette question-là, mais de façon plus sûre. Parce que sans régulation de ce type d'objet dans la façon dont on l'utilise
dans l'éducation, mais aussi dans la société, on va en devant de faire du grand n'importe quoi. Et les appels à la dérégulation, je vais y arriver, sont à mon sens assez dangereux. Je vous remercie de votre temps.